Alors j'imagine que vous avez déjà rencontré des personnes qui sont inspirantes, qui impactent positivement leur environnement, les autres personnes, des gens qui ont une certaine aura, qui ont vraiment une énergie, qui ont un certain enthousiasme, qui sont passionnés, qui sont passionnantes, et donc impactantes, et donc attractives. Des personnes que l'on aurait envie de suivre. Alors, à l'échelle des entreprises, c'est pareil. Il y a comme ça des organisations qui arrivent à mobiliser très fortement leurs collaborateurs autour d'un projet commun, des collaborateurs qui défendent bec et ongle leur entreprise, qui sont tellement impliqués et engagés qu'ils apportent une grande valeur ajoutée à l'entreprise et qui en font même plus que ce qu'on leur demande. Ces entreprises-là arrivent à créer une communauté d'ambassadeurs clients qui sont fiers d'acheter vraiment les produits et services de celles-ci. Ces entreprises-là arrivent même à anticiper l'évolution du marché et contribuent même aux mutations de leur secteur. Comment font-elles? Est-ce qu'elles ont un secret, un ou plusieurs secrets? Est-ce qu'elles ont une manière de faire particulière? Eh bien, on en parle dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il y a chaque année une étude de l'Institut Gallup qui m'interpelle toujours lorsque j'en prends connaissance. Et c'est une étude qui montre, entre autres, le taux de désengagement au sein des entreprises dans le monde. Et ce qui m'étonne toujours, c'est que ce taux est proche des 80% et peut même atteindre jusqu'à 90% en fonction du rôle que le collaborateur a au sein de l'entreprise. Dans ces 80%, on trouve deux types de personnes, deux types de collaborateurs. Des gens qui sont peu engagés, qui sont peu impliqués. Ce sont des personnes qui font juste ce qu'on leur demande, qui en font le minimum. C'est des gens qui ne sont pas forcément fidèles à leur entreprise, mais qui travaillent pour des raisons extérieures, pour ce qu'on appelle une motivation contrôlée, une motivation contrainte, une motivation extrinsèque, qui est notamment de gagner sa vie, de gagner de l'argent pour pouvoir payer des factures. Il y a un autre type de collaborateurs qui font partie de ces 80%. Ce sont des collaborateurs qui sont activement désengagés, c'est-à-dire des collaborateurs qui sont vecteurs de négativité au sein des entreprises, qui sabotent même les projets, qui contestent l'autorité, qui contestent les instructions, les différents projets qu'on leur confie. Alors c'est embêtant évidemment, parce que la performance, les résultats, la réussite et le bien-être dépend directement des compétences des collaborateurs et de leur taux d'engagement, de leur taux d'implication. Les compétences étant les hard skills, c'est-à-dire les compétences métiers, le savoir-faire, le savoir, et l'engagement est directement corrélé à la motivation, à l'implication des personnes. On a beau avoir des collaborateurs qui sont compétents, s'ils sont peu impliqués, les performances chutent drastiquement. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, je vous remets le lien au-dessus de celle-ci. Par contre, ce qui est aussi incroyable, c'est que certaines entreprises arrivent à mobiliser un grand nombre de collaborateurs, ceux-ci étant extrêmement motivés. Ces entreprises-là ont un taux d'engagement qui se situe aux alentours des 70%, des 70%. Alors quels sont les facteurs qui justement jouent en faveur de l'engagement, qui permettent justement d'augmenter le taux d'engagement? Alors, parmi ces facteurs, il y en a deux qui sont extrêmement importants. D'une part, il faut savoir que le manager est l'influenceur numéro 1 dans les entreprises du taux d'engagement. De fait, si les managers entretiennent de mauvaises relations avec leurs collaborateurs, et si en plus ils sont vecteurs d'iniquité, alors là c'est la catastrophe. Le taux d'engagement chute drastiquement. D'ailleurs, les études montrent aussi que les collaborateurs ne quittent pas une entreprise, ils quittent un manager. Deuxième point fondamental, ce sont évidemment les processus et les mécanismes qui sont mis en place au sein des entreprises. Il est clair que ceux-ci doivent être adaptés. Et je vous suggère, il y avait une guêpe, excusez-moi, je vous suggère de vous intéresser fortement au management participatif. C'est un mode de management où
les collaborateurs avec le top management co-construisent l'avenir de la société. C'est un mode de management où les collaborateurs se sentent véritablement co-responsables des résultats de l'entreprise et où les décisions sont prises au plus proche de l'action. Mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais il y a pour moi une clé qui chapeaute tout le reste, qui chapeaute tout ce que l'on peut mettre en place pour augmenter le taux d'engagement et diminuer ainsi le taux d'absentéisme. Et pour vous la faire sentir, je voudrais vous raconter une fable. C'est la fable des tailleurs de pierre. C'est Charles Péguy, un écrivain, qui raconte cette histoire. On est aux alentours de 1165 et il se promène. Et il voit, au bout de la route, 3 tailleurs de pierre, 3 hommes qui cassent des cailloux. Il s'avance et il rencontre un premier tailleur de pierre qui a l'air d'avoir une mine aigrie, qui a l'air d'avoir la rage, qui a l'air d'être en colère, qui fait un travail mais d'une manière pénible. Il lui demande « Que faites-vous, monsieur ?» La personne lui répond « Mais enfin, vous le voyez bien, je suis en train de casser des cailloux. J'en ai marre, j'ai mal au dos, j'ai trop chaud. C'est un travail pénible qui n'a aucun sens, mais je n'ai trouvé que ce métier-là. » Bon, il continue son chemin et il rencontre un deuxième tailleur de pierre. Déjà, il remarque qu'il a le sourire et ses gestes ont l'air plus harmonieux. Il lui demande « Que faites-vous, monsieur ?»« Oh, bien écoutez, je suis en train de casser des pierres parce que je compte bâtir un mur. Vous savez, c'est un métier qui n'est pas facile, mais c'est un métier qui me permet de nourrir ma femme, mes enfants. Et puis, vous le voyez, je suis au grand air. Il y a quand même un bon côté à ce métier. Voilà, il y a des gens qui sont pires que moi. » Il continue son chemin et il rencontre un troisième tailleur de pierre, mais au fur et à mesure qu'il s'approche de la personne, il y a quelque chose de positif qui se dégage. Il y a une certaine aura qui se dégage de cette personne. Et déjà, Charles Péguy est déjà touché par cette aura, et puis il constate que la personne travaille avec enthousiasme. Elle a une telle ardeur au travail que ça le touche véritablement. Et donc il s'approche de lui et il lui demande « Que faites-vous, monsieur ?» La personne se redresse, le regarde droit dans les yeux, et puis regarde au loin, et il lui répond « Je bâtis une cathédrale. » Alors, directement, la question que je voudrais vous poser, c'est « Et vous, quelle est votre cathédrale? Quelle est la cathédrale que vous voulez construire durant toute votre vie ?» Qu'est-ce qu'on constate? On constate 3 personnes qui font exactement le même travail. Aussi pénible soit-il, on a une personne qui est aigrie, en colère, en rage, qui n'a pas de sens, enfin qui n'a pas donné de sens à son travail, et une autre personne qui est enthousiaste, qui a le sourire, qui est heureuse, épanouie, parce qu'elle a donné un sens profond à ce qu'elle fait, un sens qui la dépasse. Et c'est ça l'image de la cathédrale. Donc la personne travaille pour un projet qui est grandiose, qui est au-delà de sa petite personne. Eh bien c'est ça, toute la différence. Les personnes qui ont donné un sens profond, qui les inspire, ont vraiment une énergie qui est tout autre, une énergie riche, positive. Ce sont des personnes qui sont persévérantes. Eh bien c'est ça, la clé. Dans le monde de l'entreprise, vous entendrez parler de raison d'être. La raison d'être, c'est ce pourquoi l'entreprise existe, ce à quoi elle contribue. Alors il y a l'exemple emblématique d'Apple. Steve Jobs l'avait parfaitement bien compris lorsqu'il a fondé Apple. À l'époque, Apple créait et vendait des ordinateurs, comme maintenant. Et il se disait, moi ce que je veux, c'est changer le monde. Mais quel est le sens que je vais donner au fait de créer et de vendre des ordinateurs? À quoi cela va-t-il servir au monde? À quoi cela va-t-il contribuer? Et donc il s'est dit, mais si je vends des ordinateurs, que va devenir le beau dans un monde de machines? Et lui et son équipe ont répondu à cette question par, eh bien, il faut challenger le statu quo. Parce que lorsque l'on est dans le statu quo, on régresse. Et donc, ils se sont dit, nous allons créer, nous allons vendre des machines qui vont permettre de challenger le statu quo
qui vont permettre aux gens qui vont les acheter à être beaucoup plus créatifs. Parce que si nous avons des hommes et des femmes créatives, elles vont changer le monde d'une manière positive. Et c'est ça la différence. C'est ça qui a fait toute la différence avec Apple par rapport aux autres entreprises. C'est qu'Apple ne vend pas simplement des ordinateurs. Ils vendent une vision. Ils vendent un certain modèle du monde. C'est-à-dire des gens beaucoup plus créatifs grâce aux produits qu'ils vendent. Aujourd'hui, notre société est en pleine mutation culturelle. Aujourd'hui, les entreprises doivent vraiment avoir une mission. D'ailleurs, c'était Simon Sinek, le conférencier et consultant anglo-américain, qui disait « Les entreprises aujourd'hui savent ce qu'elles font et comment elles le font, mais ne savent pas pourquoi elles le font. Or, les gens n'achètent pas ce que vous faites, les gens achètent ce pourquoi vous le faites. » Et donc le pourquoi ici est le sens, est la raison d'être. Quand on a un pourquoi fort, quand on a donné un sens profond qui nous inspire, eh bien le comment se révèle de lui-même. Et de plus en plus de grands groupes, de plus en plus de conseils d'administration changent leur vision, changent leur mode de fonctionnement, changent leur stratégie au profit de la raison d'être, parce qu'ils prennent conscience que la raison d'être leur apporte un avantage concurrentiel. La raison d'être, finalement, elle doit permettre d'apporter une contribution positive à la société en soutenant l'accès au plus grand nombre de personnes aux biens fondamentaux et à l'amélioration des conditions de vie. De plus en plus de top managers, de cadres, de dirigeants considèrent aujourd'hui que la raison d'être doit être la pierre angulaire de la stratégie et du fonctionnement de leur entreprise. C'est en quelque sorte leur boussole. C'est elle qui va donner la direction et qui va permettre de prendre telle ou telle décision. Alors moi qui m'intéresse aux neurosciences, ça ne m'étonne pas. Parce que quand on a donné un sens profond à ce que l'on fait, quand on est vraiment inspiré par quelque chose de plus grand, quand on est porté, oui, par quelque chose de plus grand, eh bien, on bascule en mode préfrontal. C'est-à-dire qu'on active notre lobe, notre cortex préfrontal. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes, je vous remets le lien au-dessus de cette vidéo. Quand on bascule en mode préfrontal, eh bien, nous avons accès à notre intuition, à notre créativité. Nous pouvons faire face à l'inconnu avec une plus grande sérénité. Nous sommes capables de résoudre des problèmes complexes, qui est un enjeu majeur aujourd'hui au sein des entreprises. Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que la raison d'être est un puissant vecteur d'intelligence collective, de motivation et de performance qualitative et durable. Et aujourd'hui, la raison d'être est vraiment considérée comme étant un accélérateur de création de business. Un point qu'il est important de noter, c'est que la raison d'être, elle doit donc être, en tout cas je vous suggère véritablement de l'identifier, mais identifiez-la avec les collaborateurs, avec vos équipes, pour qu'elle ait une chance évidemment d'inspirer toutes les couches de l'entreprise. C'est aussi la raison pour laquelle, une fois que vous avez identifié la raison d'être, il faudra que celle-ci percole dans les équipes et dans les collaborateurs. C'est-à-dire que les équipes devront identifier leur propre raison d'être, en accord évidemment avec la raison d'être de l'entreprise. Idem au niveau des collaborateurs, les collaborateurs doivent vraiment sentir qu'ils contribuent, qu'ils sont les artisans d'un projet qui les dépasse. Un autre point très important également, la raison d'être doit être alignée forcément avec la culture de l'entreprise, l'identité, la marque et avec les valeurs de l'entreprise et des valeurs des équipes et des collaborateurs. Donc tout ça doit être parfaitement aligné. Pour déterminer la raison d'être, il n'est pas nécessaire que celle-ci soit super transcendantale. Elle doit être simple, concise, précise. Elle doit évidemment inspirer toutes les couches de l'entreprise, forcément. Elle doit être compréhensible en interne et par les clients. Par exemple, Decathlon, eh bien, sa raison d'être, c'est rendre accessible au plus grand nombre de personnes le plaisir et les bienfaits du sport. Une autre raison d'être, Facebook, eh bien, c'est de permettre au plus grand nombre de personnes de rester en contact avec ceux qui leur sont le plus chers. Alors pour identifier votre raison d'être, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous propose de répondre à 4 questions. Première question, que devons-nous créer dans le monde à travers nous qui est au-delà de nous?
Deuxième question, quel est le monde auquel nous voulons appartenir? Troisième question, que voulons-nous voir en plus et en moins dans le monde d'aujourd'hui? Et quatrième question, qu'est-ce qu'il manquerait au monde, et plus particulièrement à notre marché, si notre entreprise n'existait pas? Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà une raison d'être au sein de votre entreprise, au sein de votre équipe. Ça m'intéresserait de savoir quelle est-elle. Et sinon, eh bien, je vous suggère très fortement, je vous conseille très fortement de ne pas trop attendre avant d'identifier la raison d'être, parce que vous verrez, celle-ci est un puissant vecteur d'engagement au sein de votre entreprise, au sein de votre équipe. Je vous rappelle que je suis l'auteur d'un livre électronique, d'un e-book sur le management et le leadership. Il s'intitule « Et si le management avait besoin d'un réalignement ?» J'y parle évidemment de la mission, de la raison d'être, je vous parle de la performance, je vous donne des trucs et astuces pour développer votre posture managériale. Et en attendant, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.